Est sans appel, 3-0 pour le Sénégal. Victoire nette, claire. D'ailleurs, on a un article de Oui Oui Sport sous les yeux qui parle d'une performance, je cite, irrésistible. Exactement. Et on pourrait s'arrêter là, hein. Grosse équipe, bas de petite équipe, les attaquants marquent, fin de l'histoire. Sauf que ce n'est pas du tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Ah non, au contraire. On va prendre ce match et on va le passer au microscope. On va pas s'intéresser à la victoire en tant que telle, mais à l'un de ses, on va dire, architectes. Et plus précisément à ces 69 minutes passées sur le terrain. On parle bien sûr d'Iliman Ndiaye. C'est tout à fait ça. L'idée, c'est qu'on a une fiche de statistiques incroyablement détaillée sur sa performance. Et la mission qu'on se donne, c'est de faire parler ces chiffres. De passer du simple constat « il a fait un bon match » à la compréhension des mécanismes. Pour savoir s'il a été un simple passager dans une voiture qui roulait déjà très vite, ou si c'est lui qui tenait le volant. Voilà. Est-ce que c'est lui qui a appuyé sur l'accélérateur au moment clé? Ces données, c'est un peu comme des indices, et on va essayer de reconstituer le film de sa performance. Parfait. Alors, allons-y, plongeons directement dans ce qui définit souvent un joueur offensif, sa capacité à être dangereux devant le but. Et là, il y a une stat qui est d'une simplicité presque déconcertante. Ah oui, je vois de laquelle tu parles. En 69 minutes de jeu, Iliman Ndiaye a tiré 2 fois. Bilan, 2 tirs cadrés. 100%. Zéro déchet. C'est ça. Pas de tentative superflue, rien. Et ça, c'est un point de départ fascinant. Parce que ce 100%, il n'est pas anodin du tout. Dans le football d'aujourd'hui, on voit beaucoup de joueurs qui arrosent un peu, qui tentent leur chance de loin, tu vois. On appelle ça prendre ses responsabilités. Exactement. Mais lui, c'est tout l'inverse. On a l'impression que chaque tir est le fruit d'un calcul, qu'il a attendu la situation où la probabilité de marquer était la plus haute. Ça dénote une lucidité et une confiance en soi qui sont extrêmes. C'est de la précision chirurgicale, pas du bombardement. C'est exactement l'image. Il ne tire pas pour se rassurer, il tire pour marquer. Point. Et ce qui rend cette statistique encore plus intéressante, c'est quand on la couple avec une autre. 6 touches de balle dans la surface de réparation adverse. Ce qui est beaucoup pour un joueur qui n'est pas un pur avant-centre. C'est ça. Ça veut dire qu'il n'était pas en train d'attendre le ballon à 30 mètres pour frapper. Il était constamment en mouvement, il allait chercher le danger là où ça brûle. Absolument. Ces 6 touches dans la surface, ça nous dit qu'il ne subit pas le jeu. Il le provoque. Il va chercher les zones les plus dangereuses. Pour un défenseur, c'est un cauchemar, ce genre de joueur. Un joueur qui flotte entre les lignes. Voilà. Il apparaît, il se rend disponible, et quand tu combines cette présence dans la surface avec son efficacité au tir, t'as le portrait d'un joueur qui maximise chacune de ses actions. Il y a une intelligence de situation qui est assez frappante. On a un autre chiffre qui va dans ce sens de l'efficacité maximale. Un seul dribble tenté pendant tout le match. Et il a réussi. Encore du 100%. Alors, on pourrait se dire, c'est un manque de prise de risque, non? Dans un match gagné 3-0, on s'attend à un peu de spectacle. C'est une lecture possible, c'est vrai. Mais je pense que c'est tout le contraire. Ce dribble unique et réussi, ça renforce cette image de joueur cérébral. Il ne dribble pas pour le geste, pour l'esthétique. Il dribble quand c'est utile. C'est ça. Quand c'est la meilleure solution pour éliminer un adversaire et créer un décalage. C'est un football qui est à l'opposé du superflu. Ça me rappelle un peu le style de joueurs comme Andrés Iniesta ou David Silva. Leur force, ce n'était pas de multiplier les dribbles, mais de faire le bon geste au bon moment. La justesse avant tout. La justesse. Ce dribble unique, c'est peut-être la signature d'un joueur qui pense avant d'agir. Cette idée d'intelligence et de justesse, j'imagine qu'on la retrouve ailleurs. Parce que si on regarde son rôle de créateur, c'est là que ça devient pour moi vraiment intéressant. Ah oui. On a 33 passes réussies sur 35 tentées. Ça nous fait 94% de réussite. C'est déjà un chiffre digne d'un métronome. C'est excellent. Mais attention, un pourcentage comme ça peut parfois être trompeur. Comment ça ? Mais un joueur peut facilement atteindre ce chiffre en ne faisant que des passes latérales ou en retrait, sans jamais prendre de risque. Ce qu'on appelle gonfler ses stats, quoi. D'accord, je vois. La vraie question, la question cruciale, c'est où est-ce qu'il a fait ses passes? Et c'est là que sa performance bascule dans une autre dimension. C'est exactement le point. La statistique qui m'a le plus interpellé, c'est celle-ci, dans le dernier tiers du terrain. La zone de vérité. Voilà la zone la plus difficile, où il n'y a pas d'espace, où la pression est maximale. Il a réussi 20 passes sur 22. C'est énorme. On est à 91% de réussite. Garder une telle précision dans cette zone-là, c'est presque un défi aux lois du football. C'est exceptionnel.
C'est tout simplement la signature des joueurs de classe mondiale. Parce que réussir 9 passes sur 10 dans une zone où les défenseurs sont sur toi, où les espaces se ferment en une demi-seconde, Ça demande un sang-froid. ça demande une combinaison de qualités qui sont très rares. Une vision du jeu pour voir la passe avant les autres, une qualité technique parfaite, et comme tu dis, un calme olympien pour ne pas paniquer. Ces 20 passes, ce ne sont pas juste des transmissions, ce sont des brèches qu'il ouvre dans la défense. Et il ne s'est pas contenté de passes courtes. Les données montrent aussi qu'il a tenté 4 centres. Et il en a réussi 3. 75% de réussite. Ce qui est là encore très élevé. Ça montre qu'il a une palette variée. Absolument. Et si on assemble toutes ces pièces du puzzle de sa créativité, le tableau devient limpide. On a un joueur qui est le véritable chef d'orchestre de l'attaque. Il ne fait pas que circuler le ballon, il le rend plus dangereux chaque fois qu'il le touche. Il bonifie le ballon. C'est le moi. Les 91% dans le dernier tiers, ce sont les passes qui préparent les tirs. Les 75% de centre, ce sont des ballons de but. Il était le cerveau qui alimentait toute la ligne d'attaque. Et là, on commence à comprendre pourquoi Wii Sport a parlé de performance irrésistible. La machine était bien huilée et Ndiaye, c'était l'huile dans les rouages. D'accord. Le portrait jusqu'ici, il est presque parfait. Chirurgical dans la finition. Diabolique de précision dans la création. Mais il y a une ligne de statistiques qui détonne complètement avec le reste. Un chiffre qui semble venir d'un autre match. Je pense savoir de quoi tu parles. Il s'agit des duels. Sur 7 duels au sol disputés, il n'en a remporté que 2. Ce qui fait à peine 29% de réussite. C'est très faible. Et je dois avouer que ce chiffre m'a interpellé. On pourrait y voir un manque d'impact physique. Un vrai point faible, non? C'est une excellente remarque. Et c'est précisément là que l'analyse doit être nuancée. Si on prend ce chiffre de 29% isolément, oui, c'est faible. Il n'y a pas de débat. On pourrait conclure qu'il s'est fait manger physiquement. C'est ce qu'on se dit en premier lieu. Mais il faut le remettre dans le contexte. Et le contexte, c'est sa note globale, qui est de 7,4 sur 10. C'est une très bonne note. Si son manque d'impact dans les duels avait été un vrai problème, sa note et son influence sur le jeu en auraient forcément pâti. Alors, comment on explique cette contradiction? Un joueur si influent, mais si peu performant dans l'affrontement direct. Je pense que la réponse se trouve dans son rôle et surtout dans son intelligence de jeu. Son objectif n'était peut-être pas de gagner les duels, mais bien de les éviter. Ah, c'est intéressant ça. Son profil, c'est celui d'un créateur technique, ce n'est pas un déménageur. Le système de jeu lui demande sans doute de se déplacer entre les lignes, de trouver des espaces libres pour recevoir le ballon sans être au contact. Donc son efficacité, elle ne vient pas de sa capacité à résister à un coup d'épaule. Non, elle vient de sa capacité à avoir un temps d'avance sur son adversaire. Son combat à lui, il le gagne avant le contact, par le placement. C'est une excellente façon de le dire. Et il y a une autre stat qui appuie cette idée. Laquelle? Il a touché 50 ballons en 69 minutes. Ce qui montre qu'il n'a pas été invisible, loin de là. Il a été constamment impliqué dans le jeu. C'est le point clé. 50 touches. C'est le volume d'un joueur qui est au cœur du jeu, qui organise, qui est un relais constant. Il n'a pas fui ses responsabilités. Mais il a choisi ses batailles. Plutôt que de s'épuiser dans des combats physiques qu'il n'est pas sûr de gagner, il a utilisé son énergie pour être disponible, pour orienter le jeu et pour distiller ses passes incroyables. Donc ce faible taux de duel, au final, s'adresse à un portrait cohérent. Très cohérent. Celui d'un joueur qui privilégie l'intelligence à la force, l'esquive au combat. Alors si on fait la synthèse de tout ça, le portrait qui se dégage est beaucoup plus riche qu'il n'y paraît. On a un joueur qui, en moins de 70 minutes, a incarné une forme d'efficacité absolue. Oui, c'est le mot. Précis devant le but, génial dans la création et surtout intelligent dans sa gestion de l'effort. Les chiffres nous montrent qu'il a été un des moteurs de cette performance non pas par la puissance, mais par la finesse. C'est tout à fait ça. Et cette analyse, elle montre bien la beauté des données dans le sport, non? On est passé d'un simple 3-0 à une compréhension vraiment fine de la contribution d'un seul joueur. On a disséqué les mécanismes. Voilà. Ce n'est plus juste « il a été bon », c'est « il a été bon parce que ». Et on peut lister les raisons. Lucidité, précision, intelligence. On a ouvert le capot pour voir comment fonctionnait le moteur. Et pour finir, quelle est la grande question que tout ça nous amène à nous poser pour la suite ? Ça nous pousse à reconsidérer la manière dont on attribue le mérite d'un but. L'article de Winsport, il souligne à juste titre que Nicolas Jackson a marqué un doublé. C'est le héros du match, celui dont on retient le nom. C'est normal, c'est le buteur. C'est normal. Mais notre analyse, elle soulève une question, je trouve, fondamentale.
À la lumière des 91% de passes réussies de Ndiaye dans le dernier tiers, de ses centres parfaits, quelle est la part de la réussite du buteur qui revient au travail de l'ombre, à la précision millimétrée du créateur qui le sert sur un plateau ? On ne se pose pas assez souvent la question. Exactement. Cette exploration, elle nous invite pour les prochains matchs à ne pas seulement regarder qui tire, mais qui donne le ballon. Parce qu'un but, c'est souvent la dernière note d'une symphonie complexe. Et aujourd'hui, je crois qu'on a eu un bel aperçu du compositeur.